Ravi de vous avoir avec nous, cher public, sur un sujet qui est transport et logistique, réussir à l'électrification de son parc de véhicules IRVE, opérateurs et recharge rapide. Bon, vous voyez, on va aborder tout ce sujet, mais on va vous aller dans le détail de ce sujet. On avait dit pour lancer cette conférence, est-ce que vous pouvez nous donner un contexte réglementaire? On va vous donner la parole, mais avant, on va faire un tour de table de présentation et puis aussi les chiffres clés. Mais commençons par un tour de table de présentation. Pardon, j'ai oublié de faire ça. Gaël, allez. Bonjour à tous, Gaël Couture, je m'occupe des offres produits chez un fabricant de matériel électrique italien qui s'appelle Gevis. Et donc je m'occupe entre autres des solutions infrastructure recharge véhicule électrique. Très bien. Hélène? Oui, bonjour à tous. Hélène Quévremont, donc pour l'Organisation des transporteurs routiers européens, où je suis directrice aux affaires techniques à l'environnement et à l'innovation. Maxime? Bonjour à tous, Maxime Dupas, Total Energy. Moi, je suis en charge des programmes de recharge en dépôt, très orienté poids lourd. Donc aujourd'hui, moi, je me concentrerai sur la partie poids lourd. Oui, d'ailleurs, ça va plutôt être le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Hein. Parfait. Ouais. Brune Letier, moi aussi très orientée sur la partie poids lourd au sein de l'Aver France, donc comme vous le disiez, partenaire de cette conférence-là. Et je m'occupe donc des sujets transport lourd, logistique et poids lourd au sens large, donc aussi pour le transport de personnes. Voilà, gardez le micro. Brune, on a dit, on veut des chiffres, on veut de la réglementation, donc c'est à vous. Je crois que vous avez quelques diapos à nous montrer. On va présenter ces diapos et vous allez pouvoir les commenter avec nous. Donc, en quelques chiffres pour la réglementation sur le verdissement des poids lourds, c'est pas exactement pareil que sur le verdissement des véhicules légers où la réglementation est diverse. Là, on a pour le coup une seule réglementation qui pèse pour l'instant sur les constructeurs de véhicules. Sur le poids lourd, ce sont les seuls à avoir des objectifs de réduction d'émissions. Donc, c'est une obligation au niveau européen avec une calculette qui s'appelle la calculette Vecto, qui est un outil de calcul d'émissions des véhicules mis en marché, avec des objectifs que vous pouvez voir ici, donc des objectifs plutôt ambitieux, moins 43% à 2030 d'émissions par rapport à celles de 2019. Voilà, ce sont les objectifs européens de baisse qui planent sur les constructeurs. Ça veut dire, grosso modo, si on a 43% de réduction, c'est 43% de véhicules électriques. Il faut basculer, non? Comme je disais, la calculette Vecto, c'est une calculette qui permet de calculer les émissions du parc immatriculé par chacun des constructeurs. Et donc, par exemple, il y a un premier objectif à 2025 de moins 15% par rapport à 2019 qui va, pour la plupart des constructeurs, être atteint. Là, ils ont fait leur communication récemment et normalement, les constructeurs européens ont tenu ces moins 15% pour 2025. Et ces moins 15%, ils les ont atteints grâce à l'amélioration des moteurs thermiques, en grande majorité. Oui. Parce que là, on est à 1,92% d'immatriculation en électrique. On est loin des 15%. J'aimerais bien, mais on en est loin. Voilà, ça veut dire que quand même pour passer sur les prochains paliers, là, il faudra passer à l'électrique. Pour passer sur les prochains paliers, pour atteindre les moins 43%, il faudra avoir à peu près... alors, les constructeurs avaient communiqué sur 50% d'élec en 2030-2035. Je pense que c'est peut-être un peu ambitieux et je pense qu'ils l'ont remarqué parce que c'est les seuls à avoir une contrainte pour l'instant. Les transporteurs n'ont pas de contraintes, les entreprises n'ont pas forcément des vraies contraintes. Il y a tout ce qui va être CSRD, des contraintes européennes de reporting. CSRV? CSRD, c'est la... CSRD, oui. CSRD, oui. Oui. C'est pour les grandes entreprises de plus de tant de millions de chiffre d'affaires. Je pensais pas parler de ça. Mais du coup, il y a des objectifs pour les grandes entreprises au niveau européen sur la RSE.
au sens large, et donc sur la décarbonation par exemple, des grosses entreprises de transport qui doivent publier leurs documents officiels et qui ont des objectifs de décarbonation de l'entreprise. Très bien. Donc on va passer à la diapo suivante, alors peut-être. Tout à fait. Quelques chiffres également sur la recharge, parce que l'électrification, elle ne va pas sans recharge. On pense souvent aux véhicules quand on parle d'électrification, mais on pense un peu moins à la recharge, qui pourtant est condition sine qua non d'une bonne électrification. Donc sur le transport lourd, pour l'instant, la recharge, elle se fera beaucoup au dépôt. Donc à l'achat d'un véhicule électrique, le transporteur va directement penser à sa stratégie de recharge au dépôt, installer une borne AC, s'il a du temps de recharge, s'il peut passer la nuit à recharger, ou une borne plus puissante DC, ouais, désolée, s'il souhaite se recharger plus rapidement. Et enfin, à venir. Et si vous voulez un petit verre d'eau. Oui, je pense. Juste une question, les poids lourds, tiens, je vous pose la question, c'est quoi un poids lourd? Alors, un poids lourd, c'est un véhicule de plus de 3,5 tonnes. Donc, soit on a donc pour les camions, on a deux sortes de poids lourds qui sont les porteurs, comme on voit à l'image, je pense, c'est-à-dire un seul bloc, une cabine et une caisse, et puis les tracteurs routiers qui tirent une semi-remorque. Voilà de quoi on traite dans les poids lourds. Voilà, on a pu traiter, voilà, c'est ces poids lourds, 3,5 tonnes, on y est tout de suite, hein, c'est très rapide. Donc, tous les camions qui rentrent en ville, qu'on voit pour la livraison des fruits et légumes dans les restaurants, là on est à côté d'un restaurant, c'est plus de 3,5 tonnes, c'est des poids lourds. Les camionnettes, on voit beaucoup de camionnettes en ville. Ouais. Tous les véhicules qu'on peut conduire avec un permis B, ouais. donc jusqu'au master par exemple, qu'on va pouvoir conduire jusqu'à un permis B, n'est pas un poids lourd. Ça, c'est pas un poids lourd. C'est un véhicule utilitaire léger. Ouais. Et poids lourd, c'est au-dessus, donc à partir d'un poids total circulant de 12 tonnes, enfin il y a des 7 tonnes 5, 12 tonnes. À partir du moment où il livre plusieurs palettes, on passe sur du poids lourd. Ouais. Oui, on a une cabine carrée, on voit la disposition physique, hein, du camion. Oui, il y a des évolutions, mais globalement, ça reste assez carré, oui. Brune, alors voilà, vous avez retrouvé votre voix. J'ai retrouvé ma voix, merci Hélène d'avoir pris le relais. Est-ce qu'on peut juste revenir à la slide d'avant, du coup, que je parle de la recharge en itinérance, qui quand même est un sujet intéressant. Alors la recharge en itinérance, c'est lorsque le véhicule doit faire un grand nombre de kilométrages et qu'il ne va pas revenir au dépôt pour se charger sur son trajet, puisque le dépôt n'est pas forcément sur son trajet. Et donc dans ces cas-là, il va falloir qu'il puisse se recharger sur son itinéraire et au milieu potentiellement avant d'avoir livré. Et donc cette recharge-là, elle est opérée comme conventionnellement par des stations, comme une station d'avitaillement classique. Mais le maillage en France, du coup, est pour l'instant moins dense que celui des stations d'avitaillement classiques. Mais il y a des objectifs européens, donc avec le règlement AFIR, qui impose sur tout le réseau routier européen principal, d'installer des bornes pour densifier un maillage européen et pouvoir développer la mobilité lourde électrique à l'échelle européenne. Voilà. Donc ça va pas être le sujet de la conférence aujourd'hui, parce que ça, c'est plutôt sur les corridors, c'est ça qu'on appelle les corridors. Plutôt. Sur les corridors. D'ailleurs, on en a parlé aussi un petit peu ce matin. Donc on va s'adresser plutôt à la partie au dépôt, alors, hein, c'est la recharge au dépôt. Tout à fait. Donc, là, j'ai mentionné du coup des réglementations spécifiques aussi. Tenez bien le micro. Tout à fait, oui. Des réglementations spécifiques qui s'appliquent sur l'implantation de bornes dans les dépôts. C'est tout à fait réglementé parce que c'est de l'électrique, et que l'électrique, ça peut être un risque pour là où c'est implanté. Donc il y a
la norme ICPE 2925 qui s'applique aux dépôts électrifiés qui ont une puissance de raccordement de plus de 600 kW. Et après, il y a des normes électriques, NFC 1500 et autres joyeusetés. Voilà, que les installateurs, les électriciens connaissent bien. Est-ce qu'il y a une autre diapo, je crois que vous avez pour nous? Tout à fait. Il y a la diapo de Ouais, parc. ouais. Donc, pour donner un ordre d'idée, j'ai pris les chiffres du SDES, donc c'est des chiffres de 2024, mais c'est les chiffres les plus précis qui existent et ils sont consensuels. On a donc un parc total d'à peu près 630 000 véhicules lourds, donc comme disait Hélène, plus de 3 tonnes, plus de 3 tonnes 5. Et à 2024, on avait à peu près 900 véhicules électriques dans ce parc. Donc, c'était assez peu. C'est un marché qui débute. Aujourd'hui, on est aux alentours de 2000. Les chiffres ne sont pas pour tout le monde les mêmes, donc on va pas dire de chiffres précis, mais on est aux alentours de 2000 là aujourd'hui. Et je vous ai aussi mis un élément sur les vulles parce que la conférence parle aussi de logistique et la logistique, elle se fait beaucoup via les vulles. Les vulles, c'est un parc de plus de 6 millions de véhicules, donc vraiment un très gros parc avec plus de 100 000 véhicules déjà électrifiés. Voilà, mais ce qui reste assez faible aussi En rapport, oui, c'est faible, ouais, c'est clair. Voilà, merci là pour ce cadrage déjà en termes de réglementation et en termes de marché. Ah ben tiens, on a un petit slido. Alors ça, c'est pour vous mettre en forme, cher public et chers conférenciers. Allez, vous allez y répondre. Là, vous prenez le smartphone. Normalement, vous n'avez rien à faire. Vous êtes directement sur le sondage. Où en est votre organisation dans l'électrification de son parc? Voilà, on vous laisse répondre. Comme ça permet de savoir qui on a face à nous, cher public. Alors là, oui, ça vaudrait quand même plutôt sur les parcs de poids lourds ou de véhicules utilitaires légers. Mais bon, peut-être que le public, il y a un biais, là, il va répondre aussi sur son parc de véhicules d'entreprise. Donc voilà, on a ce qui devrait... Voilà, les choses se calent en fonction de... Oui, c'est amusant parce que en fonction des votants. Une partie du parc électrifié, aucun véhicule électrifié, test et pilote. Alors, bon, Hélène, finalement, on voit que pour développer, là, et puis on va passer à vous sur la suite, pour développer l'électrification des poids lourds, il y a deux enjeux. Il faut avoir des poids lourds. Donc il y a des enjeux, j'imagine, de coûts. Vous allez nous décrire. Il faut changer le système. Et puis il y a un autre enjeu, il faut avoir des bornes aussi pour la recharge. Et donc j'aimerais que vous détailliez un peu quels sont les freins ou ce qu'il faut faire pour arriver à déployer. Oui, merci. Effectivement, le déploiement du véhicule électrique, c'est un certain nombre de challenges, d'enjeux. Je veux bien la slide suivante. Elle arrive. Bon, je voulais tout d'abord dire que très rapidement, l'OTRE, nous sommes donc une organisation représentative. Nous représentons principalement les TPE, PME, ETI du transport routier. Et donc, au dernier relevé, nous avons à peu près 3600 entreprises adhérentes qui représentent plus de 100 000 salariés, à la fois transport routier de marchandises et transport routier de personnes. Et vous voyez tous les métiers que nous représentons. On peut avancer sur le contenu de la slide suivante. Donc en fait voilà, ce sont des challenges à surmonter, ce sont des freins. Ça fait 100 ans que le camion il est thermique et on a l'habitude de ça. On a l'habitude d'un camion qui, selon la taille de son réservoir, peut faire plusieurs jours d'autonomie sans avoir à faire le plein. Et pour l'électrique, voilà, c'est bien différent. C'est comment dire, tout un système, des habitudes à modifier, à prendre en compte. Mais les deux premiers freins pour le déploiement de l'électrique, c'est le coût du véhicule. Donc là, on est sur les poids lourds et les poids lourds sont 2 à 3 fois plus chers
que l'équivalent thermique. Donc avec les aides, on peut arriver à peu près à 2 fois plus cher, mais en tout cas, même avec les aides, on n'arrive pas au même prix entre un véhicule thermique et électrique. Et en face de ça, il faut bien avoir en tête que le monde du transport routier en France, comme dans d'autres pays européens, est constitué de beaucoup de PME et de TPE. En France, fait des marges très faibles. On est à 2% de marge. Il y a énormément de petites entreprises qui sont dans la sous-traitance et avec ce type de revenus. Et aller investir dans un camion qui est 2-3 fois plus cher et investir dans la borne de recharge qui va avec, c'est parfois juste un mur. Donc, le transporteur qui a 10 véhicules lourds, il va avoir sa capacité d'investissement qui va correspondre à 10 fois 100 000 euros. Et donc, il va vouloir changer un véhicule, il va devoir l'acheter 250 000 euros. Ça va peser énormément sur sa capacité d'investissement. On ne peut pas lui dire, il faut que tu passes tes 10 véhicules à l'électrique. Tout simplement, au point de vue de ses comptes, ça ne passera pas. Donc ça, c'est un premier frein. Il y a une réalité financière finalement pour les entreprises qui peuvent pas y aller finalement. Ils peuvent pas, ou sur une petite partie, mais en tout cas pour passer au-delà d'un faible pourcentage. On voyait sur la question précédente, est-ce que vous êtes en test ou en phase pilote? Pour aller plus loin, le mur de l'investissement est réellement là. Le deuxième frein, et c'est aussi le sujet aujourd'hui, c'est le déploiement de l'infrastructure de recharge. Donc celle-ci, comme le présentait Brune, doit se déployer au dépôt ou en entrepôt à destination sur les sites où les entreprises vont décharger leurs marchandises. Et en itinérance, là, Enedis a fait des études sur les deux volets qui montrent des besoins de recharge qui sont importants et qui montrent une nécessité de renforcer le réseau. Donc tout cela va prendre du temps et nous pensons que le camion électrique pourra vraiment se déployer quand il y aura un réseau de recharge public qui commencera à apparaître vraiment. Il y a des stations, mais elles sont peu nombreuses. Parce que c'est aussi le signe de je peux avoir confiance, je peux partir avec mon camion, je trouverai une solution de recharge. J'ai une autre slide qui sont les premiers cas d'usage. Donc voilà, les transporteurs se lancent dans l'aventure. Mais ils se lancent dans l'aventure quand ils ont un partenariat avec un donneur d'ordre, c'est-à-dire mon chargeur, telle entreprise avec qui je travaille depuis un certain temps. Nous avons décidé ensemble d'électrifier le flux entre cette usine et cet entrepôt. Le chargeur, le donneur d'ordre va aussi parfois équiper ses locaux de bornes de recharge. Et puis il y a ces flux réguliers qui peuvent être mis, parce que comme je le disais sur l'investissement, le camion électrique doit être amorti sur plus longtemps, et donc il faut aussi que l'engagement des clients, des transporteurs, soit un peu sur plus longtemps. Des exemples de trajets qui sont effectués avec des véhicules électriques maintenant, c'est à la fois de la livraison urbaine, des tournées régionales avec des camions porteurs qui peuvent avoir 300 km d'autonomie, c'est des navettes entre sites avec des tracteurs avec semi-remorques notamment. C'est globalement uniquement sur des trajets réguliers qu'on peut se projeter. Tout à l'heure, j'ai parlé des freins et j'ai pas évoqué les freins opérationnels. C'est quand même des gros changements pour mettre en œuvre ça, et c'est pas si facile. Voilà. La gamme de véhicules, enfin, elle s'élargit. On voit des tracteurs routiers maintenant qui ont 600 km d'autonomie. Il y a des porteurs maintenant. Il y avait les petits tonnages qui n'existaient pas, qui apparaissent avec du 12 tonnes. Donc, elle couvre pas encore la totalité des usages, mais ça avance. Voilà, mais finalement, tout le monde va devoir monter
dans ces objectifs d'électrification. Donc, on va y arriver, mais il faut que les donneurs d'ordre, c'est ce que vous vouliez dire, il faut que les donneurs d'ordre aussi ils soient moteurs aussi dans cette démarche. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'ils soient prêts à payer un petit peu plus pour Oui, accompagner les transporteurs. exactement. En fait, c'est vraiment tout l'écosystème qui doit être comment dire engagé. À la fois, on va voir sur donc les constructeurs. Les constructeurs actuellement, ils accompagnent les transporteurs quand ils achètent les véhicules. Ils les accompagnent pour définir les trajets qui vont être plus facilement électrifiables. Ils ont des logiciels dans lesquels on va intégrer les tournées. Donc les constructeurs sont impliqués. Ils vont souvent conseiller des opérateurs de bornes. Ah oui, donc c'est intéressant, C'est- c'est-à-dire que le transporteur, je vous coupe, il Oui, peut aller voir son constructeur, lui dire voilà les tournées types que je fais, et puis le constructeur va déceler parmi ces tournées celles qui sont le plus rentables pour passer à l'électrique. C'est ça que oui, vous dites, oui. c'est ça dans les grandes lignes. Oui, oui, Ouais. c'est effectivement ça. Ils ont développé des logiciels pour identifier les parties qui pouvaient être électrifiées, mais le transporteur va aussi peut-être devoir réorganiser ses flux pour dédier le véhicule électrique aux tournées qui ont un kilométrage qui le permettent. Donc il y a souvent une réorganisation des flux et il y a obligatoirement cette analyse des flux au préalable. Voilà, donc là on a posé le sujet, donc maintenant on va parler des solutions on va commencer avec vous Maxime, mais après on va revenir ensemble aussi. Maxime, donc parlons un peu donc la recharge plutôt au dépôt, hein, si on veut bien. Parce qu'on voit que on appelle ça le TCO, c'est ça? Le coût total d'utilisation de possession du véhicule, tout confondu, c'est-à-dire entre l'achat, l'amortissement, l'entretien et l'énergie, hein. Voilà, c'est tout seul. Finalement, on voit que ce coût total là, c'est l'enjeu. Et donc, quelles solutions vous avez mis en place vous chez Total Energy pour accompagner les transporteurs? Alors, je vais commencer par appuyer tout ce qui vient d'être dit par Brune à la fois et par Hélène, en disant que chez Total Energy, on est aussi convaincu que l'électrification du transport a un rôle très important à jouer, notamment à court terme, et qu'en fonction, alors si Brune a indiqué que les transporteurs n'ont pas encore de contraintes ou d'obligations réglementaires à décarboner, il y a quand même une pression qui existe, une pression du chargeur très souvent, pression des collectivités hein, quand il s'agit d'aller livrer dans les villes, pression du client final également qui souhaite maintenant que ces livraisons soient faites avec des moyens décarbonés. Et donc en fait, l'électrification va pouvoir répondre à des besoins et des usages spécifiques. Et par ailleurs, il y a des contraintes opérationnelles des transporteurs et plus on va être dans des contraintes fortes et plus sera difficile d'électrifier, plus on s'orientera vers des énergies alternatives qui aussi ont un rôle très important à jouer dans la décarbonation, comme le gaz ou bien le HVO. Donc, s'agissant de l'électrification, on identifie, et ça a déjà été dit par Hélène notamment, que tout ce qui est transport urbain et tout ce qui est transport régional se prête très clairement à l'électrification. Pourquoi? Parce que, et c'est le slide suivant, on va avoir des distances de tournée qui sont tout à fait compatibles avec les autonomies des camions, qui commencent d'ailleurs à vraiment augmenter hein, sur certaines marques, que ce soit en porteur ou en transporteur, comme on a parlé. On a un retour au dépôt quotidien, ce qui fait que la recharge peut ne pas être une contrainte dans le quotidien. Il n'y a pas de haut-le-pied pour aller charger, passer du temps à attendre, même si on peut faire une recharge d'appoint dans la journée, si besoin s'en fait sentir. Et puis, et je crois que c'est un des points qui est relativement important, compte tenu du coût et de la contrainte économique de l'électrification, que ce soit le camion ou l'infrastructure en dépôt, eh bien, c'est quand même en dépôt qu'on aura le plus la maîtrise du coût de l'énergie et notamment du coût de possession du camion, du TCO comme on l'appelle. Et donc nous, chez Total Energy, mais en fait les chiffres sont très très partagés avec l'ensemble de l'écosystème et de l'environnement, c'est-à-dire que nous, on considère que 80% de la recharge électrique poids lourd d'ici à 2030 se fera en dépôt.
Ça, c'est ça que vous montrez là sur. C'est exactement ça. On voit la progression, vous voyez en bleu sur le slide, on voit en bleu la part que prend l'électrification en dépôt, c'est-à-dire la consommation d'énergie pour le transport en dépôt. Voilà, donc vous êtes dit, D'accord. c'est le sujet là-dessus. Je reviens sur la précédente diapo là, parce qu'il y a eu beaucoup de petits Oui. pictos, elle était intéressante, Oui. elle a dû être travaillée aussi de manière précise. Ça, oui, c'est le fruit de réflexion. Donc là, c'est une matrice. Donc, qu'est-ce qu'il y a en abscisse, en ordonnée? Parce que comme c'est écrit petit, le public ne le voit pas, mais peut-être pour le décrire. Alors, je vais le décrire un petit peu, c'est ce que j'ai dit. En fait, plus vous allez vers la gauche de la matrice, plus vous avez une pression à la décarbonation. Ouais, ok. Donc, en fait, on a différentes activités. On a le mail delivery, donc tout ce qui est petite livraison. On a tout ce qui est le transport urbain de manière générale, que ce soit public ou de marchandises. Et puis, on a toute la partie régionale et c'est la grosse boule bleue qui est à mi-chemin entre le bas et le haut. Ouais. Donc, je le répète, à droite, c'est une pression pour décarboner, pas une contrainte, pas une Ouais. obligation, mais une pression. Ouais. Et plus vous allez vers le haut, plus vous avez de la contrainte opérationnelle qui rend un peu plus difficile et complexe l'électrification et qui va nous permettre de nous orienter sur d'autres solutions qui peuvent être solutions de transition, de décarbonation, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est biogaz ou tout ce qui est HVO, par exemple. Ouais. Donc, plus on est vers le haut, plus on a d'autres solutions, c'est ça? Plus c'est difficile et plus on va aller chercher d'autres solutions. Ok. Et plus on est dans le carré qui est en bas à droite, et plus on sera propice à passer à l'électrification. Et je le répète encore, avec des solutions dépôt. Et la taille de la boule, c'était C'est la taille du secteur, en fait. la taille du secteur. Ouais, la taille du secteur. Voilà, comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. J'en profite pour dire, il y a un petit deal avec le public. En fin de conférence, ils recevront les présentations. Aucun problème. Comme ça sera bien clair pour tout le monde. Vous les aurez. Donc, revenons sur les diapos de Maxime. Le chauffage s'est mis il est un peu fort peut-être, non? Ça chauffe bien. Ça chauffe bien là, je crois. Parce que non, ce matin, on avait un problème de chauffage, donc on a poussé un peu, mais là, maintenant, donc on va devenir rouge, Benjamin. Il faut baisser un petit peu, je pense. Voilà, ok. Donc ça va être le temps qu'il y ait un peu d'inertie. Merci, Benjamin. Donc sur la diapo suivante, ça vous l'avez décrite. Oui, donc transport urbain et régional sont les cas d'usage que l'électrique peut réellement satisfaire assez rapidement. En tout cas, on peut passer de manière, je ne veux pas dire plus sereine, parce qu'il y a toujours de la complexité au changement, surtout de ce type de changement, mais qu'on pourra adresser plus facilement avec l'électrique. Voilà, vous avez une autre diapo? Pour cette partie, non. Pour cette partie-là, c'était bon. Merci, voilà, Maxime, d'avoir présenté cette partie. On avait dit maintenant qu'on va maintenant avec vous, Gaël, rester sur la partie terrain, là, sur le dépôt. Alors, on voulait parler d'enjeux en termes de déploiement de bornes, en termes de puissance et d'organisation. Voilà, vous avez travaillé autour de ce sujet et on aimerait avoir vos résultats. Exactement. Donc avant de commencer, quelques mots sur Gevis. Donc c'est un fabricant européen de matériel électrique qui est d'origine italienne. C'est un groupe familial. Et la particularité de ce groupe, c'est que nous sommes multispécialistes. Et donc nous déployons sur des sujets comme la recharge de véhicules électriques, mais également le cheminement de câbles et la distribution d'énergie. Donc on est capable d'adresser toute l'infrastructure du début à la fin. Et donc, pour rebondir sur ce qui a été dit par Total juste avant, on a effectivement une diversité extrêmement importante d'acteurs du transport, que ce soit par leurs activités, mais aussi par leur taille. Et donc, tous ces transporteurs n'auront pas du tout les mêmes contraintes en termes de recharge en dépôt. Évidemment, un transporteur qui a une énorme flotte de camions poids lourds et qui a un rayonnement national ne va pas avoir du tout les mêmes besoins en recharge qu'un petit transporteur qui opère en véhicule utilitaire léger et qui a un rayon d'action très local. Donc cette diversité-là, elle va amener des contraintes qui sont différentes, une pression différente aussi au changement. Et donc, en tant que fabricant, on va devoir accompagner les différents acteurs de manière différente. On en parlera un petit peu plus tard également, mais le modèle d'électrification qui aura été choisi au niveau de l'infrastructure de recharge va aussi avoir un impact. Donc s'il s'appuie par exemple sur son électricien ou sur un électricien conventionnel, il n'aura pas du tout les mêmes logiques de déploiement que s'il s'appuie sur un opérateur de recharge, ce qu'on appelle communément un CPO,
Voilà. Donc toutes ces contraintes et cette diversité-là fait qu'une entreprise comme Gewis, un fabricant de bornes, va devoir s'adapter en fonction de la chaîne de valeur, mais aussi du besoin réel de l'utilisateur et de l'exploitant du parc de véhicules. Voilà sur cette partie-là. Voilà. Donc, et puis là, on voit différents types de bornes, différentes tailles. Alors, on a un autre petit quiz là qui arrive en milieu. Donc, alors c'est plutôt un nuage de mots. Hein, là, vous savez ce que c'est un nuage de mots? C'est vous mettez un mot chacun et puis il faut s'afficher et les mots les plus importants vont ressortir. Donc, on vous invite, cher public. Parce qu'on on a parlé freins, mais j'imagine qu'on va ressortir ils vont ressortir les freins qu'on a identifiés, hein, Hélène, que vous avez identifiés. Mais Probablement, il y en a un qui arrive déjà. il y en a d'autres. On vous laisse saisir voilà, les éléments. Allez-y, franchement, saisissez les éléments. Et puis les choses vont se mettre en plus petit. Voilà. Après, ça se remet en fonction. Voilà, on a quelque chose de psychologique aussi, hein, peut-être on pourrait dire la connaissance aussi, Maxime, quand les clients que vous rencontrez. Oui, c'est sûr que c'est un type d'énergie pour le transport qui n'est pas habituel et qui suscite beaucoup de questionnements. Il y a aussi beaucoup de craintes. On a toujours la crainte de l'autonomie. Est-ce que je vais pouvoir faire ma tournée? Le coût, évidemment, c'est forcément un élément majeur. Mais c'est un petit peu le pas vers l'inconnu qui fait que la décision, elle est en général assez longue. Quoique, je trouve malgré tout que peut-être devant la pression globale, notamment les grands transporteurs accélèrent vraiment le pas sur la transition. Et probablement, je dirais, les entreprises de plus petite taille sont encore très réticentes et très inquiètes finalement de ce pas à franchir pour tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent. Voilà, bon, ça reflète un peu ce qu'on imaginait. Peut-être Hélène, vous voulez commenter aussi sur la partie, finalement, quel est le retour des entreprises que vous avez, les nombreuses entreprises, sur l'aspect psychologique aussi. Alors, il y a quelques années, il y avait encore des doutes, hein, parce que c'est vraiment à peu près la 3e année où il y a un nombre d'immatriculations qui commence, plusieurs centaines d'immatriculations par an. Donc, il y avait des doutes sur la technologie et sur l'autonomie des véhicules, l'autonomie des batteries. Il y a toujours des questionnements aussi sur la durée de vie des batteries. Sur le coût, combien vaudra mon véhicule au bout de 8 ans. Ah oui, parce que ça, c'était bien maîtrisé sur le véhicule thermique. C'est un peu plus d'incertitude. Il y a des grosses incertitudes. Comme on est au début, on n'a pas encore de valeur de véhicules d'occasion. Et donc, il y a des grosses incertitudes sur les valeurs résiduelles. Et comment dire, le nombre de sujets qui amènent des questions. Donc, voilà. Les coûts, les valeurs résiduelles, les assurances, les bornes, le comment je veux organiser ma tournée. C'est vraiment très, très vaste. Donc, oui, le changement psychologique, enfin, pas le changement psychologique, mais finalement un accompagnement au changement. Il y a marqué gestion du changement qui remontait d'ailleurs. Voilà, c'est un point important. Diane, vous vouliez rebondir là-dessus? Brune, pardon. Brune. Oui, je voulais rebondir sur le sujet de la valeur résiduelle qui est un vrai frein qu'on voit aussi sur le véhicule léger. Donc parfois, c'est deux marchés différents, mais il y a des choses sur lesquelles ça se recoupe. Sur le poids lourd, on est sur un vrai calcul de la valeur résiduelle dans le coût du véhicule. Le fait de pouvoir le revendre permet d'alléger la facture. Sur le véhicule électrique, souvent la revente des véhicules thermiques, elle se fait en Europe de l'Est ou dans certains pays du Maghreb ou je ne sais pas où. Là, la question, c'est est-ce que ces endroits sont équipés de bornes et est-ce qu'il y a un réseau, est-ce que l'électrification est la même? Potentiellement pas. Donc, ça fait que le chemin classique ne va pas pouvoir continuer sur ce sujet-là. Oui,
Sur le nuage de mots, je vois que la capacité du réseau électrique revient et je pense pas qu'on ait prévu d'en parler. Juste un mot pour dire que globalement, en France, en tout cas ces dernières années, la capacité de production d'électricité est largement suffisante pour couvrir ses besoins. Ensuite, sur le réseau électrique, alors il doit continuer à se renforcer, mais les pays voisins nous envient le réseau Enedis. Donc, c'est plutôt positif. Oui, puis ce matin, on en parlait. Je crois que les data centers posent plus de problèmes aujourd'hui que les véhicules électriques en termes d'appel de puissance aujourd'hui. Je vois également machisme, c'est marrant, je sais Oui, pas si j'aurais mis ça. et machisme, bon, c'est quelqu'un qui est militant, alors qui en parle. Je sais pas ce que la personne voulait dire derrière, mais peut-être qu'elle posera une question qui viendra préciser un peu le sujet. Globalement, côté ergonomie, confort de conduite, les camions électriques sont appréciés. Ouais. Et donc appréciés aussi par les conductrices quand il y en a. Ouais. Alors, on continue sur ce sujet. Maxime, on a parlé TCO, coût. Bon, on voit tous les enjeux qu'il y a. Maintenant, on va rentrer dans les solutions et que vous nous détaillez la solution que vous proposez pour la recharge au dépôt, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors en fait, l'offre que nous avons construite chez Total Energy, finalement, elle s'appuie sur le nuage de points qu'on a vu juste avant, de points de mots qu'on a vu juste avant. En fait, toutes les contraintes et tous les éléments qu'on a pu voir apparaître dans le quiz, eh bien, on a essayé de les adresser dans cette offre. Et cette offre, c'est une offre qui est complètement intégrée avec 6 briques qui constituent cette offre. Avec la première, c'est évidemment la fourniture de l'électricité, qui est une électricité d'origine renouvelable. Et donc, on travaille à avoir des prix qui soient compétitifs et garantis à la recharge. La deuxième brique, et donc Gaël on a parlé tout à l'heure, c'est toute la partie infrastructure. Donc, on essaye au mieux d'accompagner, c'est pas on essaye, c'est on réussit à accompagner nos clients transporteurs, qu'on connaît bien d'ailleurs hein, dans l'ensemble des activités de Total Energy. C'est, je dirais, un secteur d'activité qu'on connaît très très bien, qu'on adresse sous différentes formes, avec différents besoins et différents services. Et donc, on accompagne en designant l'infrastructure, en étudiant bien les usages du client présent et futur. On se projette, donc telle sorte que l'infrastructure soit évolutive. Et également, j'en reparlerai tout à l'heure un petit peu plus tard, on va essayer de designer l'infrastructure de telle sorte qu'elle permette, en dépôt toujours, d'aller maximiser les optimisations sur les marchés de l'électricité. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement. Alors, une fois qu'on a designé, on fournit, on installe. Et puis, la troisième brique, c'est le smart charging. Je la laisse pour la fin. Notre offre va également contempler toute la partie supervision et s'assurer que le matériel fonctionne correctement, est au rendez-vous des opérations du transporteur. Donc, il y a toute la partie supervision, maintenance, avec un engagement sur la disponibilité des bornes. On parlait tout à l'heure d'une des contraintes qui est le coût du véhicule. Eh bien, on a chez Total Energy déjà depuis de nombreuses années un service qui s'occupe d'accompagner nos clients transporteurs ou autres d'ailleurs sur le volet des CDE, des certificats d'économie d'énergie, qui permettent depuis assez peu maintenant, enfin, de contribuer au financement d'un camion électrique. Et puis tout ce qui est subvention de type Advenir, qui nous permettent également d'accompagner l'infrastructure en dépôt. Et toutes ces briques-là sont liées par un dénominateur commun, enfin qui permet tout ça, c'est la carte Total Energy, la carte Charge Plus Truck, qui est une carte qu'on a designée spécifiquement pour la recharge électrique et qui est capable d'adresser en dépôt, et j'y reviendrai juste après, comme en itinérance, l'ensemble des besoins de recharge du transporteur. C'est-à-dire qu'à une seule et même carte, on va centraliser l'ensemble des recharges avec son coût, les quantités, pour, encore une fois, le fin mot de l'histoire, c'est d'avoir une très bonne maîtrise du TCO. Donc, être capable d'affecter les coûts d'énergie, d'infrastructure à chaque camion. Donc, on en facilite la gestion et donc on en facilite la maîtrise du TCO.
Ouais. Est-ce qu'on a une idée, là, on n'avait pas prévu cette question-là, mais est-ce qu'on a est-ce qu'on a une idée, du coût de du coût au kilomètre d'énergie? Est-ce que c'est moins cher de passer à l'électrique que continuer à rouler en véhicule thermique? Il y a des études qui sont sorties là-dessus? Alors Oui. nous, on travaille régulièrement à étudier le TCO, la parité entre les différentes énergies. En fait, c'est notre quotidien Oui, bien sûr. de regarder. Alors, je n'ai pas de chiffres à vous fournir. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'on cherche les solutions et les usages pour lesquels le TCO du camion électrique est à parité avec Ah oui. le diesel traditionnel. Ouais, on y arrive, hein. Et on y arrive. Ouais. Sur certains usages, on y On le arrive. dépasse parfois. Et on le dépasse parfois. Ah oui, donc il y a quand même alors je vois Hélène, Je serais plus réservée, mais la structure de coût est différente. Mmh. Le coût à l'investissement est plus élevé et le coût à l'usage, notamment en termes d'énergie, doit être moins élevé doit sur être moins l'électrique. élevé. Bon, oui, c'est ce que forcément, hein, si on veut arriver à On s'y l'équilibre. efforce, ouais. Mais et puis il y a encore cette incertitude aussi sur la valeur de revente, qui participe aussi à ce coût global, hein. Oui, mais il y a déjà des solutions quand même de reprise par les constructeurs. Les Ouais. constructeurs ont très bien saisi qu'il y avait ça comme frein et donc eux, ils veulent quand même vendre des véhicules électriques. Donc il y a ce système où des constructeurs proposent la récupération du véhicule. J'ai pas le terme là, mais la reprise du Buyback. véhicule. Buyback. Buyback, ouais, Ouais. je crois que c'est ça. Donc, à l'achat du véhicule, il y a déjà une négociation de reprise à terme, à une échéance qui est négociée, etc., du véhicule à un prix fixe. Et ce sera au constructeur, du coup, de gérer l'aval, ce qui facilite quand même la vie des transporteurs. Oui, donc vous, la solution, Maxime, que vous développez, c'est une solution pour leur fournir une carte sur laquelle ils vont pouvoir recharger et s'assurer d'avoir un TCO qui soit maîtrisé, hein. C'est ça, la maîtrise, que ce soit sur la recharge en dépôt ou la recharge Ouais, en itinérance et la centralisation de l'ensemble des informations de recharge et de coût de recharge, quel que soit le lieu où le transporteur recharge. Voilà, mais même si j'ai vu, vous estimez que c'est 80% à peu près qui va se faire à dépôt, hein, en dépôt de Oui, recharge. exactement. Ouais. Oui, d'ici à 2030. Ouais. Alors, je continue sur l'offre de Total Energy, puisque on en a parlé tout à l'heure, c'est tout un écosystème finalement qui se transforme et qui doit aller vers l'électrification. Et l'intérêt de l'offre qu'on met en œuvre, c'est qu'elle a différentes possibilités. Elle offre différentes possibilités aux transporteurs. La première, c'est celle qu'on voit à gauche, c'est tout simplement une infrastructure duquel il sera le seul bénéficiaire. Avec la carte Charge Plus Truck, il pourra faire exactement ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire recharger en dépôt, recharger en itinérance sans aucun problème. Le deuxième volet, c'est que d'office, notre offre permet l'ouverture à des partenaires, à des comment on appelle ça, des prestataires également. Et donc, en fait, on vient ouvrir l'infrastructure à certains acteurs connus, privilégiés, qui vont contribuer finalement à, on va dire, consommer de l'énergie sur cette infrastructure et donc amortir l'énergie, puisque évidemment, il y a un avantage qui est rétrocédé à l'hébergeur, c'est-à-dire au propriétaire du dépôt. Donc, il peut offrir, et tout ça est automatisé et fait automatiquement grâce à notre système de cartes. La facturation aux partenaires se fait automatiquement sans qu'il y ait une moindre contrainte du transporteur qui héberge l'infrastructure. Et le troisième volet, toujours en dépôt, c'est d'aller encore un pas plus loin. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui, en général, vont tourner la nuit. C'est-à-dire que le soir, quand le camion rentre en dépôt, il va se brancher, la charge démarrera au moment opportun, mais la journée, l'infrastructure est ouverte. Et s'il s'avère qu'elle soit bien située, proche d'un axe de passage, on peut tout à fait envisager son ouverture sur certaines heures de la journée au public, puisqu'on va designer des infrastructures qui le permettront de faire une charge plus lente la nuit, puisqu'on a plus de temps, et une charge, on va dire, d'appoint la journée avec des puissances plus importantes, donc avec des infrastructures qui sont modulaires et qui le permettent. Donc ça, c'est les trois volets. Toujours la carte Charge Plus Truck qui vient en lien des trois. Et puis le dernier, c'est effectivement, on en a parlé, c'est l'offre de recharge en itinérance. On y travaille aussi. On travaille sur la mise en œuvre d'un certain nombre de stations qui sont placées sur des corridors, dont on a déjà évoqué le terme tout à l'heure. Et encore une fois, avec la carte Charge Plus Truck, eh bien, le transporteur pourra également faire de l'appoint sur ces réseaux de stations publiques. Voilà.
Sur le semi-public, finalement, je voyais le public. Est-ce que c'est le moyen aussi pour le transporteur de revendre une partie, d'avoir un peu de marge sur Exactement. l'infrastructure? Ouais. À chaque fois qu'on passe un cran ou un niveau d'option dans le dépôt, à chaque fois, il y a un avantage pour le propriétaire de l'infrastructure, pour ouais. l'hébergeur de l'infrastructure. À savoir que au niveau réglementaire, qui est mon point à moi, ce sont des définitions qu'on voit de plus en plus. Les transporteurs voient cette opportunité-là et c'est très intéressant. Au niveau légal, une station est soit publique, soit privée. Il y a pas, c'est toujours le règlement AFIR du coup qui donne cette définition-là. Selon AFIR, à partir du moment où la station est ouverte au public, même si c'est à des horaires définis, etc., il faut qu'elle respecte du coup certaines Obligations. obligations, Tout ouais. à fait. Et donc, au niveau réglementaire, elle est soit privée, soit publique. Mais c'est très intéressant et ça permet de densifier le maillage. Ce sont des solutions positives. Oui, alors maintenant, on peut parler un peu de smart charging, là, parce que vous avez dit, on en Tout à parlera fait. tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le smart charging? Alors, le smart charging, c'est une des briques principales de notre offre dépôt. Et on considère donc que c'est vraiment un élément clé et un levier économique pour le transporteur. Pourquoi? Parce que le smart charging, d'abord, c'est un pilotage intelligent de la recharge. Et donc, il existe, on va dire, très simplement, deux grands niveaux de smart charging. Un smart charging assez standard qui consiste, je dirais tout simplement, à décaler le démarrage de la charge à un moment où le coût de l'électricité est moins cher. Et en l'occurrence, dans notre offre, au moment où le coût de la recharge est le coût de recharge de nuit. Et donc, sur ce graphique, vous pouvez le voir, c'est tout petit, mais le camion arrive en général, on va dire aux alentours des 16 heures. Eh bien, le transporteur, le chauffeur va brancher son camion badgé, mais la charge ne va pas démarrer, elle va attendre le moment opportun pour démarrer. Donc ça, c'est une recharge relativement standard de décalage de charge dans les heures creuses. Ce décalage, il peut être d'ailleurs soit statique, c'est-à-dire qu'il est programmé d'office pour démarrer à telle heure, soit dynamique. Et c'est ce type de smart charging qu'on travaille beaucoup plus en profondeur chez Total Energy. C'est le dynamique qui va prendre en considération la contrainte opérationnelle, c'est-à-dire à quelle heure le camion doit partir, va prendre son besoin d'électricité, c'est-à-dire le state of charge, à quel niveau de batterie le camion arrive. Et en fonction de ces éléments-là et de la disponibilité de la puissance de l'infrastructure sur le dépôt, il va démarrer la charge au moment opportun pour aller chercher, je dirais, les moments les plus optimisés en termes de coût et en termes de puissance. Donc ça, c'est le smart charging standard. Et le deuxième, le smart charging avancé. Et c'est là que chez Total Energy, on fait partie des acteurs qui ont sûrement un avantage à proposer, puisqu'on est intégré sur la chaîne de l'électricité. Le smart charging avancé, il va consister à aller croiser les profils et les besoins d'énergie, d'usage du transporteur avec les opportunités sur le marché spot de l'électricité. Et donc là, on va essayer d'aller viser des coûts, on va dire, sur le marché spot qui sont le plus bas possible. Là, c'est ce qu'on peut voir en exemple sur ce cas réel d'ailleurs, en exemple sur le graphique. C'est que les deux dernières colonnes bleues, elles sont essentiellement positionnées. Donc, elles représentent les recharges de la flotte de camions. Elles sont essentiellement positionnées, vous le voyez, où la courbe bleu marine qui représente le marché spot de l'électricité est au plus bas, voire négatif. Et donc, on est capable, dans nos systèmes, avec notre, on va dire, écosystème interne, d'aller, tout en garantissant un prix compétitif et fixe à la recharge pour le transporteur, d'aller chercher les opportunités sur le marché et donc de rétrocéder une partie de ces bénéfices, de ces opportunités au transporteur, avec toujours un objectif de venir diminuer, optimiser le TCE. Donc, en fait, le smart charging avancé qu'on propose, il va aller permettre de bénéficier de ces opportunités sur le marché spot de l'électricité tout en rassurant le transporteur puisque le coût de sa recharge reste quant à lui fixe et compétitif. Donc pas d'exposition.
Voilà, donc ça, c'est un des éléments qu'on travaille et sur lesquels on a des résultats très intéressants. Voilà, c'est très clair. Effectivement, on voit qu'il faut piloter. Hélène, donc, du coup, ça veut dire aussi que, je vous fais rebondir là-dessus, ça veut dire que c'est nouvel fonctionnement, nouveaux usages aussi pour les transporteurs. Avant, on ne chargeait pas de la même manière, donc c'est une acculturation, il faut changer. Effectivement, le transporteur ne gérait pas l'énergie électrique. Globalement, il n'avait pas forcément cette compétence. Donc déjà, installer des bornes chez lui et définir quelle est la bonne puissance, c'est une première étape. Et gérer l'achat de l'électricité, c'est une autre étape. Et effectivement, La revente, il faut aller l'achat et la revente. Alors là, on est seulement sur l'achat. Il faut effectivement aller sur ces solutions de smart charging qui sont intéressantes économiquement et qui sont aussi intéressantes globalement pour le réseau électrique, pour éviter les pointes. Et la revente, alors là, c'est pas mentionné parce que sur le poids lourd, le V2G, le véhicule to grid, c'est-à-dire le fait de la batterie du poids lourd va servir à réinjecter de l'électricité dans le réseau à certaines périodes de forte demande. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on attend pour les années à venir et ça va se développer dans cet écosystème. Ah oui, donc il y aura encore des choses à dire. Bon, c'est pas encore le cas, Maxime, non, c'est pas encore le cas ou On a effectivement ces sujets dans le viseur, mais il y a aussi des contraintes sur la capacité des batteries et en tout cas sur la durée de vie des batteries qu'il faut bien maîtriser aussi dans ce type d'usage, également dans le smart charging, hein. Donc le smart charging, il sert à optimiser le coût de l'énergie, mais il sert aussi potentiellement à plusieurs autres choses, à limiter la puissance de raccordement, puisqu'on va essayer de distribuer l'énergie au meilleur moment sans avoir à aller chercher la puissance maximum ou des puissances maximum. Et il sert également à préserver la durée de vie de la batterie en fonction des objectifs qu'on se fixe en termes de smart charging. On peut aussi faire en sorte que on allonge ou en tout cas on préserve la durée de vie de la batterie avec des cycles qui sont très spécifiques et très étudiés. Je pose une question du public, là, il y a des questions qui tombent, mais je vous encourage, cher public, à poser vos questions là sur l'application. Ce qu'on peut traiter, c'est vous parler de coûts d'acquisition plus élevés, mais la majorité des poids lourds électriques est financée en LLD. Qui finance à la fois ce que dit cet interlocuteur, c'est à la fois l'énergie et le véhicule. Alors ça, c'est sur ma slide finale. Ah, c'est trop. Bon, on en parlera plus tard. Non, mais on en parle plus tard. Si on en parle tout à l'heure, on en parle. On en parle tout à l'heure, mais effectivement, il y a des solutions par rapport à ce mur du financement, oui. Bon, je n'aurais pas dû en parler. Ok. Gaël, allez, on continue avec les solutions là sur les infrastructures là, parce que je crois que vous avez aussi présenté quelques diapos là. Vous allez descendre dans l'infrastructure aussi et nous présenter ça. Exactement. Donc, en tant que fabricant de bornes de recharge, on doit répondre à de nombreux enjeux. C'est exactement ce que nous présentait Maxime tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, en fonction de la flotte de véhicules, on ne va pas proposer les mêmes solutions. Plus le véhicule est petit et a tendance à stationner longtemps, plus on va proposer des solutions plutôt type recharge alternative AC. Plus on va avoir des véhicules importants, des poids lourds et qui stationnent de manière assez rapide, plus on va mettre des bornes DC avec de la recharge rapide. Ensuite, évidemment, il faut toujours mettre en place du smart charging parce que le bâtiment a un certain nombre de contraintes en termes de puissance raccordée. Et pour éviter de mettre en place une infrastructure qui coûterait extrêmement cher à l'exploitant, que ce soit à l'installation et à l'exploitation, on a tendance à essayer de limiter et d'optimiser un peu la puissance raccordée pour être capable de charger au meilleur moment avec le foisonnement naturel des camions qui viennent, éventuellement des opérations du transporteur qui peut avoir d'autres équipements sur son bâtiment. Ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place des infrastructures encore plus intelligentes avec la prise en compte de signaux tarifaires. Donc, c'est par exemple en mettant en place des abonnements spécifiques avec un fournisseur d'énergie, Total ou autre, qui va permettre aux transporteurs de charger au meilleur moment. C'est-à-dire, plutôt que de charger à l'instant A où l'électricité est très chère, il va plutôt décaler sa recharge et recharger à l'instant B, et ça va lui permettre de baisser le coût total de sa facture d'électricité, et donc son TCO, par définition, va baisser.
Et puis enfin, on pourrait avoir dans le futur, on parle de véhicules to grid, on parle de gestion avec les réseaux électriques, on pourrait avoir des sortes d'asservissement entre les bornes et des signaux qui viennent du réseau. Ça pourrait être parce que au niveau national, on est excédentaire en termes de production et qu'on veut encourager la borne à être déclenchée à ce moment-là. Mais ça pourrait être aussi pour faire du véhicule to grid, pour soulager le réseau et plein d'autres sujets. Et puis enfin, la dernière brique, c'est vraiment la prise en compte du besoin de recharge. On a parlé d'opération. Forcément, un transporteur, il va vouloir partir avec sa batterie pleine exactement au moment où le camion part en tournée. Et donc, si le camion part à 8 heures, il faut être capable de prendre en compte cette information-là. Et la borne va s'adapter pour faire en sorte que la recharge soit terminée à 8 heures. Il n'y a pas besoin de terminer la charge trop tôt. Et à l'opposé, il ne faut pas finir la charge trop tard parce que c'est une véritable catastrophe pour un transporteur qui doit avoir une fiabilité dans ses opérations assez importante. Voilà, mais il faut avoir là aussi une vision du planning, c'est des nouveaux usages aussi du planning du transporteur. Hein. Exactement. Et donc les enjeux pour un fabricant de bornes de recharge, c'est la prise en compte de toutes ces solutions techniques et également la prise en compte de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc si on s'intègre dans une infrastructure avec un opérateur qui veut faire du smart charging prix, il faut que notre borne soit capable de répondre à ce besoin-là. Donc une des grandes forces qu'on a chez Gewis, c'est qu'on est capable de, comme je vous le disais, de fournir l'infrastructure du début à la fin, donc en amont avec les chemins de câbles qui vont permettre l'alimentation des différentes infrastructures, mais également le déploiement des armoires et des tableaux de distribution électrique. On imagine bien qu'une borne de recharge, c'est un élément qui consomme énormément d'énergie, donc on a besoin de protéger tout ça, de faire en sorte que l'infrastructure est très robuste. Parce que, comme on l'a dit, un défaut sur l'infrastructure électrique va mettre en péril toutes les opérations du transporteur. Donc, le niveau de service qui doit être atteint est vraiment extrêmement important. Pour faire le parallèle, on imagine aller à une station-service et pas être capable de recharger de faire le plein dans son véhicule, c'est une véritable catastrophe, on ne peut plus se déplacer. Là, il faut bien se dire que la station-service devient dans le dépôt, chez le transporteur. Voilà. Et on parlait aussi des opérateurs de recharge. Évidemment, en tant que fabricant, il faut qu'on soit capable de prendre en compte leurs contraintes. Et donc, un opérateur, il va avoir besoin d'avoir des pièces détachées, d'avoir un support technique pour évidemment corriger une éventuelle anomalie. Un transporteur a un défaut sur sa borne de recharge, il va appeler son opérateur et le lendemain matin, il faut que la borne de recharge soit réparée. Donc ça amène des contraintes assez élevées au niveau du fabricant. Donc on doit tenir des pièces détachées, on doit être capable de les connaître, les maîtriser, en avoir la gestion. Et donc cette maîtrise-là, elle va venir permettre de répondre à tous les enjeux extrêmement élevés en termes de niveau de service qu'amène l'électrification des poids lourds. Et ensuite, j'avais une slide juste après pour présenter un cas d'usage concret. On a parlé tout à l'heure de cartes de mobilité électrique qui permettent de venir déclencher la recharge en dépôt, en itinérance, etc. Il y a également une autre technologie qu'on est capable de déployer chez Gewis avec les opérateurs et exploitants qui savent le gérer, c'est le plug and charge. Le plug and charge, c'est extrêmement intéressant. C'est encore une fois pour fluidifier toutes ces opérations de recharge. On vient en fait identifier le camion directement sur la borne. Et donc, au moment où le camion va se recharger, va se brancher sur la borne, il va être authentifié et la recharge va démarrer. Si un autre camion d'une autre entreprise vient se recharger, la charge ne va pas se lancer. Donc c'est une technologie qui est hyper intéressante parce qu'elle permet de fluidifier l'authentification. Donc ça permet de pas trop bouleverser les habitudes des usagers, des conducteurs de poids lourds. Parce que quand on doit leur expliquer tu vas devoir changer tes habitudes, quand tu te gares le soir, tu descends du camion, tu le branches, tu dois t'authentifier ça. Voilà, c'est des petits freins au changement. Le plug and charge améliore ça. Et ça permet aussi aux transporteurs d'avoir un suivi hyper précis des conducteurs et des différentes recharges. Tel camion est bien rentré en dépôt, tel camion a consommé tant de kilowattheures, etc. Ça lui permet d'avoir une belle maîtrise de ses opérations. Et dans le calcul du TCO, ça permet d'avoir un accès aux data bien plus facile.
On parlait tout à l'heure des freins qui sont nombreux au financement. Évidemment que la maîtrise accrue des données de recharge, des coûts de recharge, des périodes de recharge, ça permet aux transporteurs de prendre la maîtrise bien plus simplement sur son parc et de calculer ses amortissements de manière optimale. Voilà, merci à vous, Gaël, pour la présentation. Là, vous avez bien complété là, tous les deux, Maxime et vous, là, la manière dont on peut recharger. Donc finalement, on voit il y a des opportunités aussi pour ceux qui savent s'en servir. Il y a un changement de fonctionnement, mais il y a des opportunités qui peuvent être saisies. On a un petit quiz là pour vous mettre en forme. Quel levier vous semble le plus efficace pour accélérer l'électrification du transport? Accompagnement, aide publique, bonne corridor, bonne borne haute puissance, pardon, supplémentaire, que ça bouge à chaque fois. Je finis pas la phrase, que ça a changé d'emplacement. Voilà, on voit pas le premier mot, Morgane. C'est juste, voilà. Merci. Voilà, oui, on voit les aides publiques, on va en parler des aides, mais on voit l'accompagnement, ça paraît un enjeu. Finalement, c'est le public. Hélène, vous leur donnez quoi comme conseil à vos transporteurs, dire il faut aller voir un bureau d'études, il faut aller voir un énergéticien qui va pouvoir te faire une analyse complète du sujet. Alors, Parce que oui, le sujet est à 360, comme disait Gaël. Voilà. exactement. Déjà, anticiper, aller voir son constructeur, voilà, au niveau européen, au niveau du poids lourd, il y a quand même 6 constructeurs principaux et les transporteurs ont souvent confiance, travaillent avec 1 ou 2 constructeurs avec qui ils ont leurs habitudes. Donc aller voir le constructeur qui sera le concessionnaire qui sera de bons conseils parce que voilà, il a des outils où il a été lui-même formé. Aller voir pour l'installation des bornes, voilà, on va dire des opérateurs qui ont déjà l'expérience du poids lourd. Donc voilà, le concessionnaire ou le constructeur pourra aussi vous conseiller ou un confrère pourra vous conseiller. Mais effectivement, il faut se faire accompagner et l'installation des bornes effectivement nécessite un accompagnement Oui, sérieux. parce qu'il y a une réflexion stratégique, c'est ce qu'on voit, ce que disait Maxime Est-ce qu'il et faut mettre Gaël, il faut avoir une vision, c'est comment je vais le déployer, quels sont les usages, je vais changer mes tournées, c'est ça Maxime, Oui, c'est exactement ça. Alors nous, les équipes, c'est vrai, chez nous, elles ont de développement, elles ont vraiment un rôle d'accompagnement du début du début, c'est-à-dire du projet initial jusqu'à la mise en œuvre et encore après dans la partie opération. Et l'accompagnement, effectivement, c'est des outils qui permettent d'étudier l'infrastructure la plus appropriée en fonction des besoins, faire des calculs d'anticipation de coûts, étudier les différents usages du transporteur et notamment les tournées que l'on peut assez rapidement électrifier. Donc, voilà, c'est un accompagnement et on fait bénéficier aux transporteurs de l'expérience qu'on a depuis déjà maintenant quelques années sur ces sujets de transition énergétique. Oui, Gaël, oui, complètement. Oui, on n'en a pas parlé, mais il y a des modèles de financement qui sont divers sur les infrastructures. On peut aller sur des modèles totalement qu'on appelle OPEX, donc où vraiment on vient en quelque sorte louer auprès d'un opérateur son infrastructure de recharge avec les contrats de maintenance associés. Mais on peut avoir certains acteurs qui préfèrent avoir une logique plutôt CAPEX, où ils vont investir dans leur infrastructure par leurs propres moyens. Et il y a aussi des modèles un petit peu plus hybrides où le transporteur a investi dans ses bornes. Par contre, il va sous-traiter et mensualiser l'opération de ces bornes-là, des contrats de maintenance, un contrat d'électricité spécifique, etc. Donc, c'est vraiment important d'anticiper, de définir quelles sont ses contraintes, quelles sont ses opérations, et également quel est le modèle de déploiement financier qu'on est capable de mettre en place. Parce qu'on parlait des petites structures qui ne génèrent pas forcément énormément de trésorerie. Elles vont peut-être plutôt s'orienter vers des modèles OPEX, mais une structure plutôt peut-être nationale qui est capable de générer un peu plus de cash flow va pouvoir investir de manière un peu plus simple dans ses bornes. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est un projet de changement, donc ça s'anticipe.
et on ne peut pas déployer une infrastructure de recharge et une flotte de camions du jour au lendemain. Alors, on arrivait là. Diane, je ne sais pas pourquoi j'hésite maintenant. Diane et Brune, c'est Brune. Ah bon, voilà. Je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand c'est parti, vous savez, après, je ne sais plus. Donc, Brune, excusez-moi. On voit que les aides, c'est en premier lieu la demande des transporteurs. On a peut-être une petite diapo ou deux à présenter pour parler des aides qu'il y a, qui sont disponibles pour les transporteurs. Oui. Alors, comme Maxime en avait déjà parlé, les aides pour l'instant en 2025 et ce qui va aussi être le cas en 2026, ce sont des aides qui se font via les C2E, donc certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est les metteurs en marché d'énergie qui se doivent de faire des économies d'énergie à leurs clients du fait d'une réglementation européenne et pour justifier du coup à la fin de chaque période des économies d'énergie qu'ils ont fait faire à leurs clients, ils doivent délivrer des certificats. Ces certificats sont donc là pour financer les économies d'énergie et dans le transport, ils sont plus connus dans le bâtiment, mais dans le transport, ils commencent à arriver. Et notamment donc avec plusieurs fiches standardisées qui sont parues pour l'année 2025 qui financent l'acquisition de véhicules électriques. Donc on a une fiche sur les camions qui finance l'acquisition de poids lourds électriques, tracteurs et porteurs allant jusqu'à 60 000 euros sur un véhicule, c'est ça? un véhicule. Ah oui, c'est colossal. Un véhicule Ouais. qui coûte 300 000. Oui, c'est des véhicules qui coûtent plus cher. Donc, c'est colossal, oui. Mais Sur ma voiture, je ne peux pas en bénéficier. Non, Non, alors non, si, non. vous pouvez en bénéficier. Il y a une fiche pour les véhicules légers, mais c'est pas 60 000. Ah, je ne peux pas avoir celle-là. Non. Vous ne pouvez pas avoir celle-là, très clairement. Non, mais c'était la boutade, mais j'avais compris. Mais effectivement, bon, il faut le mettre en regard de l'investissement initial, mais quand même, il y a un peu d'argent qui est donné, hein, quand même. Oui, et il y a toujours avec les C2E, mais cette fois pas via des fiches standardisées, mais via un programme C2E, le financement de la borne associée au dépôt pour les poids lourds. Donc, c'est un programme qui est opéré par mon association, donc je le connais, qui finance à hauteur souvent de 50% les dépenses de raccordement qui souvent sont très onéreuses pour les transporteurs. Donc c'est tout le génie civil, le tirage de câbles et tout ce qui va avec l'implantation d'une borne et finance en partie aussi la borne de recharge. Oui, donc là, c'est presque 1 million d'euros qui peut être donné sur une infrastructure. Ça peut être, être de l'ordre de cet ordre-là parce que le raccordement, ça a un coût. Oui, ça dépend de l'envergure du projet. Ouais. Et en termes d'aide publique, ce qu'il y a pour l'instant, c'est une défiscalisation, si on peut dire ça comme ça. Donc ça s'appelle le suramortissement et c'est le fait pour les transporteurs de pouvoir déduire de leur assiette fiscale d'impôt sur les sociétés le prix d'acquisition du véhicule en partie. Donc ça s'appelle le suramortissement et ça va être du coup un coût fiscal en moins. C'est un avantage fiscal, oui. Toujours sur 2026? Toujours sur 2026. Ah voilà, donc ça c'est une nouvelle. Enfin, le PLF n'est pas encore Non, c'est pour tout ça. à fait adopté, mais comme ça, dans les premiers votes, toujours en 2026. Le suramortissement, il est prévu jusqu'à 2030, mais il est soumis chaque année au PLF. Mais pour l'instant, il est prévu jusqu'à 2030. PLF, c'est le projet de loi de finances, Voilà. donc le budget qui est en ce moment au Parlement. C'est vrai que maintenant tout le monde connaît cet acronyme presque, le PLF. Ok, vous avez une autre diapo? Alors, j'ai une autre diapo, oui, sur plutôt où est-ce que les gens qui souhaiteraient approfondir peuvent le faire. Donc nous, on a publié en 2024, donc ça commence à dater, mais une FAQ sur les questions qui se posent autour du camion électrique, parce que le camion électrique a connu beaucoup de fake news. Je pense qu'il a eu au tout début de son essor quelques détracteurs qui ont véhiculé des messages. Donc nous, on voulait répondre à tous ces messages sur quelle est l'empreinte de la batterie, comment est-ce que
combien de kilomètres un véhicule peut faire, est-ce que y a un recyclage des batteries qui est fait, enfin bref, plein de questions comme ça que le grand public peut se poser. On y a répondu dans ce document-là. Mais comme je disais, il date de début 2024. Donc, depuis, on a eu plein de nouvelles études qui sont disponibles. Là, j'ai mis celle des derniers mois. Mais en soi, toute l'année 2025 a été riche de publications. Et vous pouvez les retrouver sur... nous, l'AVER, on fait régulièrement des communications sur les réseaux, des publications qui sont faites. Et nos partenaires qui travaillent sur l'électrique le font aussi. Voilà, merci. Donc, vous aurez, cher public, tout accès à toutes ces ressources-là. Il suffira de cliquer sur les liens, parce que c'est des liens hypertextes, j'imagine. On a pris un peu de retard, mais bon, enfin, c'est un sujet, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet, donc il y a plein de choses à dire. Pour vous, on va terminer avec vous, Hélène. Je crois que il y a deux facteurs clés pour la rentabilité, hein. Et c'est ce que vous allez peut-être nous présenter là. Oui, alors rapidement, là, il y a plusieurs choses, mais dont on a déjà parlé. Pour la rentabilité, il y a deux facteurs qui sont importants. Le camion électrique, plus il roule, plus il est rentable. Donc les transporteurs qui parfois l'utilisent sur deux équipes, donc qui roulent 2 fois plus dans la journée, voilà, la rentabilité pourra être atteinte beaucoup plus vite. Oui, c'est peut-être revoir son organisation de travail, hein, c'est ce que vous voulez dire aussi. Exactement, oui. Et puis la maîtrise du coût de la recharge est un facteur vraiment important parce que entre la recharge au dépôt et la recharge sur une borne publique, il peut y avoir un facteur x3 sur le coût de la recharge. Donc ça, c'est vraiment deux points importants pour aller vers un TCO compétitif. On en a parlé déjà, le point d'anticipation, d'étudier les flux, on vient d'en parler. Et il y a aussi une phase d'apprentissage. On voit, voilà, le transporteur qui investit dans son premier véhicule électrique. Voilà, ça prend du temps à anticiper, à maîtriser tous les sujets dont on vient de parler. Donc cette phase d'apprentissage, plus tôt il le fait et plus il sera compétitif ensuite. Et dernier point que je voulais évoquer, c'est en lien avec la question sur la location longue durée de tout à l'heure et par rapport aussi à la remarque sur les bornes en location. Il y a des solutions alternatives à l'achat. Donc il y a des transporteurs qui sont attachés à l'achat de leur camion. Il y a d'autres transporteurs qui sont déjà habitués à le louer ou à l'avoir en leasing. Donc toutes ces solutions existent, elles sont d'autant plus pertinentes pour le camion électrique par rapport à son coût d'achat. Et il y a des solutions qui vont plus loin, des solutions qu'on appelle Truck as a Service ou Battery as a Service. La solution Truck as a Service, c'est en fait une location tout inclus. C'est-à-dire que le transporteur va payer l'usage du camion, mais celui qui lui propose cette solution Truck as a Service assume tous les risques et notamment l'obsolescence de la batterie, les problèmes de valeur résiduelle ne sont plus à la charge du transporteur. Et la solution Battery as a Service, qui est quand même assez rare, mais sur lesquelles certains se questionnent, c'est d'avoir la batterie en location au niveau du véhicule pour justement ne pas assumer ce risque batterie et cette obsolescence et la laisser aux mains de spécialistes. Donc je peux acheter mon camion, mais je n'achète pas la batterie, je la mets en location, c'est ça, hein? Je la prends en location. Ouais. Voilà, je la prends en location. Il y a un opérateur qui est plus spécialiste dans la durée de vie de la batterie. Okay. C'est encore rare cette solution. Voilà. Autre chose, oui. Dernière slide. Donc, comme Brune, on a fait une publication cette année, un petit guide vers l'électromobilité lourde. C'est une première approche pour balayer un certain nombre de questions pour aller vers les camions électriques et les autocars aussi. Voilà, donc on pourra télécharger, il y a un QR code, vous pouvez regarder tout ça. Merci Hélène pour ces éléments. Alors on a les questions du public, on peut peut-être afficher, on ne va pas pouvoir toutes les traiter, mais
Je vais en prendre une par respect ou deux par respect du public. Morgane, si on peut les afficher, si moi j'arrive à me connecter sur aussi. Voilà. Alors il y en a une, voilà, on y a répondu. Est-ce qu'on peut faire du smart charging sur différentes marques de bornes? Gaël, oui. Oui, oui, bien sûr. Les bornes fonctionnent en général avec un protocole de communication qui s'appelle l'OCPP, qui est un protocole ouvert. Et donc, on est capable de venir superviser les bornes de toutes les marques sous la même supervision. Et c'est cette supervision qui va devoir gérer le smart charging. Il y a également des équipements qui existent, qui sont des gestionnaires de smart charging physiques locaux. Donc là, on met un petit boîtier, une sorte de micro-ordinateur qui vient piloter tout ça. Donc pas de souci, on peut mixer des marques différentes et du AC avec du DC. Voilà, les solutions existent. Tout est possible. Et peut-être une question pour vous, Maxime. Là, je voyais la dernière question dans le cas d'un dépôt semi-public ou C'est pour moi. pour vous. Mais oui, je peux y répondre. J'ose plus rien dire. Le transporteur est-il toujours éligible à une prime à venir? Oui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le dépôt semi-public n'existe pas à proprement parler. Donc, Advenir a 2 primes, une prime de recharge en dépôt et une prime de recharge ouverte de borne ouverte au public sur les aires logistiques définies par le SDES. Donc, si c'est une borne privée, il pourrait être éligible à la prime Advenir en dépôt. Si c'est une recharge publique, il pourra être éligible à la prime pour les aires logistiques s'il se trouve dans une aire logistique selon la définition du SDES. Voilà. Hélène, oui. La toute première question qui a été posée sur l'étude Enedis, les 2 études Enedis sont à horizon 2035, si je ne me trompe pas. C'est prospective, ouais. C'est prospective, oui. Juste un petit complément sur la partie smart charging et différentes marques de bornes. Réponse de Gaël, c'est clair, c'est possible. Alors, chez Total Energy, on a régulièrement, ce qu'on appelle, on qualifie les différents équipements pour nous assurer de la compatibilité, non seulement avec nos propres systèmes d'opérateurs et nos outils de smart charging et de supervision. Ça, c'est un premier point. En termes de cybersécurité également, c'est un point très important aujourd'hui pour nous, comme pour tout le monde d'ailleurs, mais également compatible avec les véhicules, parce qu'on a eu des expériences aussi où parfois il y a un problème de compatibilité et que l'ensemble de la chaîne se fait pas correctement. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on pilote de manière intelligente, on fait du smart charging sur des bornes que nous qualifions à l'avance. Voilà, finalement, on a traité toutes les questions. Alors, je vous ai promis, hein, un petit quiz là maintenant. Donc, on va l'aborder maintenant, ce quiz. Donc, sortez vos smartphones. On arrive au terme de cette conférence. Il faut juste saisir votre nom ou un pseudo, hein, comme vous voulez, pour vous inscrire. Normalement, le QR code, si vous êtes dedans, hein, si c'est la même page web, c'est toujours la même page web qui est couverte. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de recharger le QR code. Voilà, je vous laisse. Peut-être, je vois, il y a Hugues qui était avec nous aussi en conférence ce matin. C'est peut-être le moyen de se refaire, Hugues, parce que vous n'avez pas gagné, vous n'êtes pas monté sur le podium. Peut-être ce coup-ci, vous aurez moins la pression du conférencier. Et donc, vous avez une chance de vous refaire. Voilà, et tout le monde est presque prêt pour on va aller. Allez, on y. Alors, attendez. Morgane, pas trop vite. J'ai 2 choses à vous dire. Alors, il y a trois questions. Donc, bien entendu, pour avoir une chance de monter sur le podium, il faut répondre juste aux 3 questions. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut question de rapidité. Il y a 10 secondes pour répondre, mais c'est à celui qui répond ou celui ou celle qui répond le plus rapidement qui a le plus de chances de monter sur le podium. Donc, ça se joue un peu, vous voyez, sur ces 2 sujets. Et puis, en plus, moi, des fois, je me suis trompé sur les réponses possibles. Donc, bon, non, ça, c'est juste pour une boutade, c'était la précédente. Donc, j'amène un peu de complexité dans le jeu. Ça, c'est pour le fun. Voilà. Donc, allez, on y va. Morgane, c'est parti pour la première question. Quelle distance est aujourd'hui la plus complexe à couvrir en électrique pour les poids lourds? Urbaine, régionale, longue distance, dernier kilomètre. Alors ça, c'est simple. Hein.
C'est juste pour se mettre en chauffe. Voilà. Alors, tout le monde a mis longue distance, 92%, quand même, il y en a 8% urbaine. Allez, c'était quoi la bonne réponse? Voilà. J'avais bien mis ça. Vous êtes d'accord tous et toutes? Oui. Allez, on va regarder le premier classement de ce podium parce que ça s'est joué là, vraiment à la vitesse. Johan, le premier, Aurélien, Brune, Lionel et Gaël, alors qui est peut-être avec nous, c'est Gaël. Donc Gaël, il y a une chance que ça continue, mais vous pouvez vous refaire, hein, et Brune aussi en troisième, là, vous tenez la corde. Ensuite, deuxième question. Allez, c'est parti. Quel outil est essentiel pour réduire le TCO dans les dépôts? L'achat de la borne à moins cher, le smart charging, le 100% d'essai uniquement, l'absence d'AMO. Là aussi, on y a répondu à peu près. Voilà. 92%, là, ben voilà, vous tenez sur le smart charging. Est-ce que c'était la bonne réponse, Morgane? Oui, c'était bien la bonne réponse. On regarde le podium, là, qui a dû évoluer un petit peu. Johan en premier, Gaël est remonté, Aurélien, Hélène, voilà, qui est venue sur le podium, et Brune, voilà, qui est toujours avec nous. Donc tout va se jouer sur la dernière. Attention, hein, vous êtes prêts? Mettez vos doigts proche de l'écran pour y avoir accès. Allez, c'est parti, Morgane, pour la dernière question. Quel service facilite le quotidien des transporteurs lors de la recharge, plug and charge, recharge aléatoire, suppression des identifications, recharge unique des dépôts? Elle est un peu plus complexe celle-là. Bon, elle est soumise un peu à questionnement. Plug and charge. Et on va voir si c'était la bonne réponse. Est-ce que c'était ça? Voilà, c'est ça qu'on avait mis 100%. Alors, ça va vraiment être le temps là. Et c'était pas difficile, hein, ces questions. Allez, on regarde le podium. Johan qui a gagné. Bravo, Johan. Gaël en second, Hélène, Aurélien et Brune qui sont là. Johan est dans la salle. Voilà, Johan est dans la salle. Voilà, bravo, Johan. On peut l'applaudir, Johan, d'être monté sur le podium, la première marche du podium. Merci à vous. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt alors. Merci. Merci.